Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? C'est une histoire de courage, mais surtout d'amour. L'histoire de Sundus Bustarim est intrinsèquement liée à une foi inconditionnelle en l'amour. L'amour de la vie, mais surtout l'amour de l'autre. Aujourd'hui, je reçois une femme puissante qui a su briller dans les ténèbres. Sa vie aurait pu être un film hollywoodien, mais elle a préféré le raconter dans un livre, Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. Pendant cet échange, nous parlerons de la foi, de la résilience, de l'amour, des croyances, mais aussi des personnes HPI. Ici, nous croyons en un profond fondamental. Les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans les univers captivants de personnalités hors du commun. Leur parcours exceptionnel, leur expérience vibrante et leur histoire inspirante sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en matière de mindset, bien-être et de business. Car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout, curieuse de la vie, qui chaque mercredi t'offre une nouvelle dose d'inspiration, prête à éclairer le chemin vers la vie que tu désires vraiment. Si toi aussi tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions, n'hésite pas à le partager, commenter et laisser briller 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Allez, maintenant, prends ta tasse, installe-toi et bonne écoute. Bonjour Sundus. Hello Tia, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Mais moi aussi, et d'autant plus après avoir lu ton livre. On va en parler, on va rentrer dans les détails sans spoiler, parce que l'idée c'est quand même que les auditeurs aillent l'acheter et te découvrent la femme incroyable que tu es. Mais vraiment merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. La première question qui est un passage obligé, tu es plutôt thé ou café? J'ai des périodes. C'est bizarre, mais j'ai des périodes. Il y a des moments où je suis hyper thé, des moments où je suis hyper café. Pour le moment, c'est le café. Parfait. Donc, ce sera une vraie pause café. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le fasse? D'accord. Alors, comme on parle de café, je te donne juste une petite anecdote. J'ai grandi dans le café. On a une entreprise familiale et on torréfie les grains de café nous-mêmes ici en Belgique. Donc je connais toutes les sortes de café, la manière dont il est cuit, l'odeur du café. J'ai grandi dans les sacs de café en jute et tout ça. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Trop bien, j'adore. Alors, je vais me présenter. De quelle manière j'ai envie qu'on me présente? C'est rigolo parce que ces derniers temps, quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je réponds toujours je ne sais pas. Et en fait, je réponds ça parce qu'en fait, ça prendrait trop de temps à expliquer et en même temps, je me dis c'est des moments comme ça où on rencontre des gens et qu'on se pose vraiment et alors je t'explique ce que je fais dans la vie. Mais entre deux couloirs, dire ce que je fais dans la vie, c'est un peu compliqué. Pour plusieurs raisons. Donc, j'ai fait une grosse carrière dans la finance. J'ai travaillé pendant 12 ans dans les chiffres, dans l'analyse financière, dans la gestion humaine aussi, dans la finance. À côté de ça, j'ai ouvert mon Instagram qui était orienté complètement dans le sport, la transmission de motivation sportive. C'était pas du tout un métier, je l'ai fait par plaisir. À côté de ça, je suis comédienne. Encore ce matin, j'étais dans un casting. Je tourne des publicités et des petits rôles. Je suis autrice maintenant, on peut le dire, parce que j'ai sorti mon premier livre, j'ai fini le deuxième, il a été corrigé et j'ai démarré le troisième il y a une semaine. Wow. Ouais, donc maintenant, avant je le disais pas, maintenant je peux dire ouais, en fait je suis autrice, il y a 3 livres maintenant. Mais dès le premier, tu pouvais en vrai. Ouais, mais tu vois, on a un peu ce truc, on est hypersensible, je pense, c'est un mélange de plein de choses, les gens se reconnaîtront sûrement. Mais quand t'es autodidacte dans quelque chose, t'as ce fameux syndrome de l'imposteur qui te colle à la peau. Ouais. Et dans toutes mes interviews, les premières, si tu les écoutes, je disais non, alors je suis pas autrice, je n'ai pas les talents d'une autrice. Moi, simplement, j'ai retranscrit mes émotions de mon histoire à travers des personnages, mais je ne suis pas autrice. Et après, voilà, t'as le public, les gens qui te donnent de la crédibilité, qui t'aident à croire en toi et à te dire en fait, c'est pas mal ce que j'ai écrit parce que ça aide des gens. J'ai beaucoup de retours avec le livre. C'est ça qui est merveilleux et ça rejoint en fait. Ce que je fais dans la vie, c'est partager ma motivation et tenter de faire croire aux gens, enfin pas faire croire, mais de leur montrer que tout est possible. Alors évidemment en fonction de ses capacités, de ses objectifs. Il faut pas non plus fixer des objectifs inatteignables comme, je sais pas, rien n'est inatteignable au final, mais
je pense que c'est ça mon métier. À travers toutes mes casquettes et tout ce que je fais, je pense que mon bonheur à moi, c'est de pouvoir vivre en transmettant ma motivation. On dit souvent que je suis inspirante. Alors, j'aurais pas la prétention de dire d'inspirer les gens parce que c'est bizarre de le dire, mais en tout cas, ça me fait vibrer quand on me le dit parce que je me dis que c'est une belle direction que j'ai donnée à ma vie, de pouvoir aider des gens. Bah, tu vois, moi je trouve que cette présentation, de dire que finalement tout ce que tu fais, toutes ces casquettes, c'est d'inspirer les gens, de leur transmettre un peu de toi. Je trouve qu'elle est canon cette présentation. Ouais, en fait. J'adore. C'est la première fois que je la fais comme ça. Je crois que je vais la garder. Mais oui. C'est enregistré, je vais pouvoir la faire écouter. Mais oui, parce que je trouve ça canon. Bah ouais, t'as plusieurs casquettes, mais finalement tout ça, il y a un fil conducteur qui est transmettre ce que t'apprends de la vie et peut-être aider les autres. Donc c'est génial. Et je me rends compte de ça encore hier, j'ai écrit 2 textes pour faire des reels sur Instagram concernant l'hypersensibilité, enfin ce genre de thème qui aide, je pense, vraiment les gens à se dire ok, je suis pas le seul à ressentir ça. Et je me suis dit, c'est quoi le but? Parce que je passe 2 heures à écrire un texte, je l'enregistre, je prends les images, etc. Ça met beaucoup de temps. Et je suis pas payée pour faire ça, évidemment, parce que moi, je suis pas une influenceuse, tu vois. J'ai pas des collabs, pas beaucoup en tout cas. Et c'est rarement rémunéré. Mais en fait, je me suis dit, oui, mais c'est ça que j'ai envie de transmettre à ma communauté. J'ai déjà été en échange avec des femmes qui ont fait une tentative de suicide, qui étaient à l'hôpital, et j'ouvre mes DM et je capte direct que le message, il est important. Et je me pose dans le lit de ma fille, où je suis là actuellement. Je me pose et je me dis, ok, ce soir, je prends le temps parce que je sens qu'il y a une détresse. Et c'est des gens avec qui j'ai gardé contact et que bientôt, je vais aller voir en plus à Paris. Tu vois, c'est quand tu donnes un sens à ce que tu fais, à ce que tu crées, en tout cas pour moi, qui suis hypersensible, c'est une sorte de reconnaissance. Et je crois que j'ai toujours été en quête de reconnaissance dans ma vie. Il faut savoir reconnaître aussi nos besoins. Et ça m'apporte à moi aussi, au final, pas que aux gens. Parce qu'en fait, ils me le rendent bien, ça nourrit ce besoin de reconnaissance chez moi que j'ai depuis toujours et que je n'ai pas trouvé dans la finance. Parce qu'au final, c'est un monde de requins où tu as beau offrir 14 heures de ta journée en espérant finalement cette petite reconnaissance. Et tu l'as jamais. Et donc, c'est comme ça que tu grimpes les échelons en te disant, je vais faire encore plus, encore mieux. De temps en temps, on te lâche un petit bout de reconnaissance en te disant, tu es un élément indispensable. Et au final, tu te perds. En fait, tu te perds. Et aujourd'hui, je pense que c'est un métier, j'espère en vivre toute ma vie, de motiver les gens et de leur apporter un genre de soutien psychologique indirect, quoi, plus général. Mais je comprends totalement ce que tu dis et je crois que quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est artiste, quand on a un travail qui est au contact du public, en quelque part, peu importe ce qu'on fait, peu importe le domaine, mais je crois que même avec le plus grand altruisme, le plus grand amour pour l'autre, il y a quand même ce retour dont on a besoin qui est, au-delà du merci même, c'est de se dire, j'ai été utile à quelqu'un. J'ai peut-être être utile ou peut-être à égayer une journée ou vraiment l'utilité pratique de ok, je vais donner cette astuce là et je crois qu'on fait ça pour ça en fait et ça nous permet aussi nous de grandir. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense que c'est assez intéressant dans la vie quand on fait quelque chose de se dire pourquoi je le fais sans me mentir parce qu'on a tendance à toujours donner une image aux autres mais là je me parle à moi-même pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte et je discutais avec un ami à moi il y a pas longtemps et je lui disais je pense que dans le travail soit ça doit te rapporter de l'argent parce qu'on en a besoin, soit ça doit te rapporter de la visibilité, ça revient au même en termes de réseau, etc. Soit ça doit te rapporter du plaisir. Et ça, c'est ce que ça m'apporte à moi. Après, l'idée, c'est de trouver un compromis et de faire en sorte que ça apporte énormément aux autres en faisant un des trois. Et je pense que là, on rentre dans un équilibre où on se respecte. On respecte aussi la société dans laquelle on vit parce que c'est pas gratuit de vivre. Et on respecte les autres. Et il faut pas oublier que les autres, c'est aussi grâce à eux qu'on est là. Et c'est grâce à eux qu'on a des interactions, des interéchanges. Enfin voilà, on a besoin des autres. Et je me suis rendu compte encore plus de ça. J'ai fait 2 voyages humanitaires là depuis
en un mois, avec le séisme qu'il y a eu au Maroc. J'y suis allée une première fois, puis je suis retournée terminer la mission parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Et je me suis dit, mais je suis pas sûre que je leur ai apporté autant qu'ils m'ont apporté. Et c'est fou, c'est beau. Ouais, parce que parfois je me demande, est-ce que j'apporte autant à ma communauté sur les réseaux que eux m'apportent? C'est vrai, je me pose des fois la question, mais je crois que c'est une question de valeur. Alors, on a tous des valeurs différentes et elles sont toutes ok. Tu sais, je fais pas du tout partie de ces gens qui disent que non, il y a des valeurs suprêmes et il y a d'autres valeurs qui sont plus matérielles ou ça. Je pense qu'on a des valeurs, point barre, et elles sont ok, elles doivent être ok pour chacun. Et je me dis, ça dépend des valeurs de chacun, mais que je te rejoins sur quand les valeurs qui sont essentielles te sont essentielles, ben c'est l'humain, c'est l'amour. Forcément, ça te remplit quand tu fais quelque chose comme ça. C'est fou. C'est fou ce que ça te procure comme sentiment d'accomplissement, de te dire à la fin de la journée, waouh, c'était énorme. J'ai peut-être aidé quelqu'un, mais le retour d'amour, c'est énorme. Et moi, je sais que des fois, on me dit que surtout depuis quelques temps, j'ai perdu l'un de mes meilleurs amis l'année dernière, en fin d'année. Et c'est vrai que depuis, je suis dans cette communication d'amour. Je parle beaucoup d'amour sur mes réseaux. Et on pourrait penser qu'il y a un truc hyper naïf, tu sais, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment, de se dire, t'es dans le monde des bisounours, et voilà. Et je me dis, c'est pas grave, j'ai envie, tu vois. Et je me dis, c'est pas grave, j'ai envie de garder, quitte à l'appeler de la naïveté, quitte à voir ça comme ça, mais je me dis, j'ai ce truc tellement puissant quand je reçois même un message de quelqu'un qui me dit, tu sais quoi, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui, et je me dis, ah, ok, cool, c'est pour ça que je le fais. J'ai envie de dire amen. Exactement. De dire amen. Amen, ma sœur. mais c'est puissant. Je te comprends tellement, parce que parfois il y a des gens qui sortent des vérités, mais en même temps ce sont des généralités plus que des vérités, et parfois je leur dis stop, arrête. Je ne veux pas entendre ça. Moi, j'ai foi en l'humain. J'ai foi en l'humanité. J'ai foi en l'amour malgré tout ce que j'ai vécu. Et je peux pas entendre que tu me dises que ça n'existe pas. Je peux pas l'entendre. Même si peut-être je le vivrai jamais de cette manière-là, de la manière dont je l'imagine. Mais en termes d'utopie et de rêve, ça doit exister dans ma tête. C'est là peut-être qu'on nous dit qu'on vit dans un monde de bisounours, mais au final, on vit juste dans une humanité intérieure. C'est que, à la base, l'humain, il est pas fait pour faire du mal, il est pas fait pour ne pas aimer, il est pas fait pour être seul, et en fait, si on remettait l'humain au centre de tout, eh ben, on serait pas dans un monde de bisounours, on serait peut-être dans une plus grande réalité, tu vois. Et les gens qui sont qui sont un peu déshumanisés, alors pas complètement, heureusement, enfin, certains oui, mais ils perdent ce rêve, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, quand je parle avec ma fille qui a 7 ans, c'est ça que j'ai envie de lui transmettre, c'est que l'amour, ça existe, c'est que l'humain, il est bon, et qu'il y en a des mauvais, mais ça veut pas dire qu'il y a plus de mauvais que de bons. L'humain, il est bon, mais qu'il faut faire attention. J'aime pas les discours négatifs, où on part d'emblée avec l'idée que l'homme, il est mauvais, et qu'on va vivre des choses mauvaises. Tu vois, on parlait de valeurs. Est-ce que toi, justement, en ayant toutes ces casquettes où il y a énormément de visibilité, à un moment, t'as pas peur de perdre justement ton essence même? Parce que, on le sait, des fois, c'est pas facile quand t'as tout cet amour qui te revient, justement, sur les réseaux, quand t'as énormément de likes, quand on voit le nombre d'abonnés qui augmente, quand on écrit un livre et qu'il y a tous ces retours positifs, t'as pas peur de perdre justement ta valeur intrinsèque? Eh ben, tu vois, ce qui est génial, c'est que dans notre monde de bisounours, ça peut pas arriver. C'est vrai, tu penses? Ouais, je pense pas. Alors, que Dieu me préserve, peut-être que ça peut arriver, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais je pense que être bien entouré, c'est important. Moi, j'ai la foi, je suis très très croyante, et me rattacher à ma foi, à la prière, c'est des moments qui te rendent totalement humain et au même niveau que tout le monde. Je suis très proche de ma famille, et quand je suis dans ma famille, je suis personne. Je suis moi au milieu entre un grand frère et une petite sœur. Et j'ai trouvé un vrai refuge. Tu vois, je fréquente pas beaucoup de monde. J'ai ma vie d'avant. J'avais plein de gens, plein de connaissances. Je sortais beaucoup, je travaillais beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une vie assez simple, je pense, orientée famille, très très proche. J'ai mon petit cercle privé. Je m'ouvre pas trop à tout le monde. J'ouvre une partie de moi. Et c'est la partie qui va le plus aider les gens.
mais l'autre partie qui est moi, et qui n'aide pas les gens, je la préserve et je la garde pour moi. Et alors, j'ai besoin aussi de faire des choses qui donnent du sens. Je pense que si on donne à notre visibilité, si on l'utilise pour des choses qui ont du sens, alors je pense que ça nous ramène de nouveau à cet état d'humain. Comme par exemple, je viens d'en parler, le voyage humanitaire, j'ai besoin de faire ça. C'est un besoin. Si demain je peux faire que ça, je ferai que ça. Et là, mes réseaux sociaux, c'est génial de te dire, les gars, je pars en voyage humanitaire, on a besoin d'argent, ils ont tout perdu. Et bam, en quelques jours, tu débloques des milliers d'euros, tu pars. Enfin, c'est génial et tu te dis, mais voilà, c'est génial Instagram, c'est une communauté, c'est des vrais gens qui ont un cœur. Et grâce à eux, il y a des toilettes dans un village, il n'y en avait plus. Les enfants, ils reçoivent des trucs, on soigne des enfants et tout ça. Je pense que il faut toujours garder... Alors moi, je viens de la finance, je vais faire une métaphore un peu drôle, mais depuis très jeune, je suis orientée logique, chiffres. Et très très jeune, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je prenais toujours un pourcentage de mon salaire que je mettais de côté. De mon salaire, on s'entend bien, un babysitting, etc. Et le reste, je pouvais le dépenser comme je voulais. Et ce petit pourcentage, plus tard, m'a permis de partir en voyage en Espagne, en ayant travaillé, etc. Et ben, je pense que dans la vie, il faut toujours un ratio un peu comme ça. Et si on monte, mais on garde un pourcentage de visibilité orienté pour aider les gens, pour aider nos proches, de notre temps aussi, une partie de notre temps pour nos associations, pour les malades, etc. Alors on donne un sens à ce qu'on fait, parce que je me dis, si mes followers montent encore, j'aurai encore plus de dons pour ce petit pourcentage d'humanitaire que je fais par an. Et là, tu as un vrai sens. Et quand tu as un sens, tu restes connecté à l'humain. Et l'humain, que tu sois riche, pauvre, connu, pas connu, un humain, ça reste un humain. Et le voyage humanitaire, c'est le meilleur moment pour s'en rendre compte, parce que il n'y a pas de célébrité ou pas célébrité. T'es dans la montagne, on est tous habillés pareil et on va tous pour faire la même chose. Et je pense qu'il faut se forcer à garder un côté comme ça. Sinon on peut, je pense, se perdre totalement. Tu nous parlais de toi plus jeune, justement. Sundus, c'était quel genre de petite fille? Il y a eu 2 phases. La première partie de ma vie, j'étais hyper timide, hyper silencieuse. Je parlais pas du tout. Je me souviens que si le téléphone sonnait, tu sais, c'était le téléphone fixe à l'époque, ouais. et que mon papa ou ma maman me demandait d'aller répondre au téléphone, j'étais tétanisée. C'était les prémices de la crise d'angoisse. Prendre le téléphone, dire allô, il y a quelqu'un qui va s'adresser à moi, etc. Et mon père disait que c'était flippant parce que il dit parfois on oubliait que t'étais là. Si on te posait sur le fauteuil et qu'on allait faire un truc et qu'on t'avait oublié, ben on revenait, t'étais au même endroit. Wow. Tu t'étais pas manifesté. T'avais pas bougé, t'avais pas parlé, rien du tout. Rien du tout. Wow. Donc j'étais comme ça toute une première partie de ma vie jusqu'à mes, je pense, 10 ans peut-être, 10-11 ans. Et après, il y a eu un switch total. J'ai eu envie d'exister, je pense. Et là, j'étais beaucoup plus extravertie. Mais j'ai toujours été très ambitieuse, très rigoureuse. Les choses sont faites par logique, que ce soit pour les études, pour les plans d'avenir. D'ailleurs, je me suis mariée très jeune parce que pour moi, c'était le travail, les études, le mariage, la maison, les enfants. J'aspirais à une vie très bisounours, tu vois. J'ai eu tout l'inverse. C'est ça qui est marrant. Je crois que c'est ça la beauté de la vie, de faire un truc hyper tracé, tu sais, et de se dire à la fin, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'était pas les plans, les gars. Vous avez pas compris ce que je voulais. C'était pas ça. Exactement. Je trouve ça génial. C'est génial. Et je dis souvent, parfois tu pries pour avoir quelque chose et Dieu il a un meilleur plan pour toi. Et c'est ça en fait, tu vois. Moi j'étais persuadée que une vie idéale, il fallait simplement se donner du mal et puis on y arrive. Et il fallait faire de grandes études, rencontrer un homme, se marier, pas de petits copains, tu vois, direct. D'abord avoir une grande maison avec le nombre de chambres, avec le nombre d'enfants que tu veux. Enfin, tu vois, j'étais très rigide dans ma tête. Et puis je pense que Dieu il s'est dit, on va lui envoyer vite un truc pour lui faire comprendre que la vie ça fonctionne pas comme ça. Et ma vie elle a pris un sens totalement différent. Et
il y a des choses qu'on peut contrôler un peu. Par exemple, ses études pour avoir le métier idéal. Et au final, regarde, j'ai fait 7 ans d'études et aujourd'hui, j'utilise pas du tout ça. Ça veut dire que même là où tu as une emprise, on va dire, sur ton avenir, et ben au final, même ça saute à un moment donné, peut-être. Donc, au final, faites ce que vous aimez. Je crois que c'est ça le plus important, et de se dire surtout que la vie est pas figée. Je répète souvent cette anecdote. J'avais un prof d'anglais qui un jour nous a dit « Mais vous n'êtes pas un arbre. Vous n'avez pas à être planté là et penser que vous n'avez pas à bouger. » Et j'avais trouvé cette image hyper belle. Mais c'est vrai, en fait, des fois, on se dit, comme tu dis, on t'aurait pu te dire, ouais, mais j'ai quand même fait 7 ans d'études pour être dans la finance, j'y suis, et te forcer à rester dans un truc qui ne te plaît pas. Horrible. Et je me dis, c'est dommage. Et pour moi, vraiment, je me dis, c'est pas grave, c'est pas un échec de se dire, j'ai essayé, finalement, c'est pas ce qui me plaît, je vais essayer autre chose. Et on a toute la vie pour ça. Et je crois pas qu'il y ait une deadline où on se dit, non, là, c'est à partir de cet âge-là, c'est trop tard. Il est jamais trop tard. Au contraire, kiffer, essayer encore. Mais c'est trop important ce que tu dis, parce que même si on arrive à se convaincre nous-mêmes, le problème, c'est l'entourage aussi. Parce que imagine, notre entourage, il est bienveillant. Partons du principe qu'il est bienveillant dans notre monde de bisounours. Oui. Alors, même si l'entourage est bienveillant, t'as fait 7 ans d'études, tu gagnes super bien ta vie, t'achètes ton appart à 25 ans, tout est super, et tu annonces, je vais arrêter. Mais le choc. Qui va te soutenir là-dedans, sans savoir ce que j'allais faire, parce que j'ai écrit le livre 3 mois après avoir arrêté, sans penser à en faire un métier, mais c'est pour dire, je pense que si j'ai un vrai conseil à donner, de ma petite expérience, attention, c'est pas de nouveau, j'aime pas les généralités, je partage la mienne, c'est que il faut apprendre à se connaître. Ça, c'est le chemin de toute une vie, sachant qu'on change en fonction de nos expériences de vie. Apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter, parce que justement, on change, et donc on doit rectifier parfois nos prévisions ou nos envies ou nos objectifs. S'accepter comme on est. Et ça, c'est le plus difficile, parce que comme tu viens de le dire, c'est accepter qu'on n'est pas heureux dans quelque chose. Il faut l'accepter, il faut pas aller à l'encontre de ses émotions, parce que c'est la pire des choses. Et pas donner de crédibilité à... Bien sûr, on a besoin d'argent, mais en faisant ce qu'on aime, on peut peut-être par un autre chemin arriver aussi à avoir le même niveau de vie. Et moi, c'est un peu ce que je vis aujourd'hui, tu vois. C'est trop important de convaincre après son entourage de toutes ces choses-là. Si tout le monde respectait ça, on s'encouragerait les uns les autres dans nos projets, on s'aiderait, on a besoin de tout dans la vie. Donc, chacun trouvera sa place, naturellement. Et je crois que quand, justement, on a fait ce travail et qu'on sait qui on est, même si il y a encore, comme tu l'as dit, cette évolution, mais quand à l'instant T, on sait qui on est, on sait que ça me fait plus vibrer et que j'ai envie d'essayer ça. C'est peut-être plus facile de le dire justement à nos proches, parce que fondamentalement, si on est bien entouré, nos proches, la peur qu'ils ont, c'est plus de la peur liée à l'amour, c'est-à-dire j'ai pas envie que tu te plantes, j'ai pas envie que tu sois malheureuse, j'ai pas envie que finalement tu regrettes peut-être ce choix, et c'est que de l'amour tout ça en fait. Mais si on leur dit je comprends vos craintes, et que c'est normal, parce que peut-être même moi j'ai peur en fait de ce changement, mais juste ayez confiance, parce qu'aujourd'hui je sais ce que je veux. Je crois que c'est plus facile que tout le monde se dise ok, peut-être qu'elle va se planter ou peut-être pas, mais elle sait ce qu'elle veut, c'est le plus important finalement. Mais c'est beau dans ce que tu dis, parce que tu soulignes encore plus le fait de sois d'abord sûr de ce que tu veux toi, sois d'abord sûr de ce que ton corps veut, de ce que ton âme veut, et après bien sûr c'est facile de convaincre les gens autour de toi, parce que tu vas être souriant, épanoui, ravi de ton choix. Si t'es plein de doutes et que t'es pas sûr et que tu doutes de toi-même et que tu t'acceptes pas vraiment, effectivement tu génères cette émotion de peur, de bienveillance chez ton entourage. C'est totalement vrai. Moi, j'ai bossé tellement longtemps dans la finance, trop longtemps par rapport à ma personnalité, plus les événements que j'ai vécus, le mariage, le divorce, la maladie, qu'en sortant de cet environnement financier, je ne savais plus qui j'étais. En fait, je me suis pas écoutée pendant tellement d'années que je sors de là en me disant mais qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que j'aime, de quoi je peux vivre.
Et ça a été un long travail. Et encore aujourd'hui, je sais pas exactement ce que je fais, de quoi je vis, mais en tout cas, je suis épanouie dans chaque jour. J'ai passé une bonne journée et je pense que c'est déjà une belle réussite. Mais il faut pas se perdre. Je pense que quand on se perd, on vit plein de choses horribles, vraiment, et on accepte plein de choses, trop de choses qu'on devrait pas accepter. Clairement. On va revenir sur quelque chose que tu viens de dire, il faut se connaître. Toi, justement, tu es HPI. Vous avez réalisé que tu pensais différemment des enfants, que tu avais une sensibilité peut-être plus importante que les autres. Ça s'est fait vers quel âge à peu près ? Alors, ça s'est fait assez tôt, en fait, parce que mon père, il a fait des études dans la psychologie, et donc j'ai eu cette chance d'être dans une famille bisounours, sauter une classe, donc voilà, ça m'a pas marqué plus que ça quand j'étais petite. C'est plus au niveau de l'adolescence que ça a été compliqué. Je me rendais compte que j'avais pas du tout envie de la même chose que les autres. Moi, je pensais déjà justement à mon fameux parcours fléché, ce genre de trucs. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Alors, j'ai essayé de faire comme les autres, mais je me sentais pas bien, et ça a causé beaucoup de mal-être, des troubles de l'alimentation. J'ai très vite ressenti que j'avais une quête de la perfection, que j'étais très exigeante avec moi-même, que ce qu'on me disait me touchait beaucoup trop. Mais tu mets pas vraiment des mots là-dessus quand t'es ado. Tu vis, tu survis. Voilà. Après, il y a la maladie qui m'a touchée très jeune, et ça a été aussi un moment, peut-être une raison supplémentaire de me refermer sur moi-même et de me couper des gens de mon âge. Et au final, j'ai petit à petit compris que je m'épanouissais avec des gens beaucoup plus âgés. Et le destin, ou bien peut-être qu'on provoque son propre destin, a fait que je me suis retrouvée après plus qu'avec des gens beaucoup plus âgés. Je suis partie en Espagne pour le foot et pour apprendre la langue. Et j'ai vécu avec une femme qui s'appelle Carmen et qui avait 42 ans à l'époque. Moi, j'en avais 18, à peu près, un peu moins. Et ça a été un pur bonheur de me dire « Ah, mais c'est ça, en fait, je dois juste être avec des plus vieux. » Après, il y avait ce fameux diagnostic, hein, donc on savait que j'étais HPI, mais j'ai jamais utilisé ce mot HPI. C'est très récent, hein. C'est avec la série HPI qui est sortie l'année passée que durant ma tournée médiatique, ça a pris un peu d'ampleur, ce côté HPI. Mais il faut savoir qu'il y a encore 2-3 ans, on parlait pas vraiment de HPI. Ouais. Hein. C'est devenu un peu un sujet tendance, sans décrédibiliser quoi que ce soit. Mais on donnait pas autant d'importance. C'est juste, t'es différente, tu sautes une année parce que t'as plus de potentiel ou de capacité. Ok, tu fais tes études, tu réussis super bien. Tu travailles dans la finance, t'as un truc en plus que les autres, ben tu deviens chef. J'avais pas de conversation avec moi-même en me disant tiens, c'est lié à ma pathologie, est-ce une pathologie ou non. Il y avait pas vraiment tout ça. Justement, pour les gens qui ne... Alors, je ne sais pas c'est quoi un HPI. Je sais ce que je suis, moi. Je le dis toujours, c'est important parce que il y a des personnes qui j'ai eu malheureusement une mauvaise expérience où j'ai expliqué mon témoignage personnel et les gens l'ont pris comme une généralité, hein, vu que moi je suis dans un pays de bisounours, je ne sais pas que quand on dit quelque chose c'est une généralité, et donc il y a certaines personnes qui ont dit non, moi je ne suis pas comme ça, et c'est ok en fait, parce que avant d'être HPI, je suis Soundouz Moustarim, j'ai mon caractère, j'ai mon vécu, j'ai mon passé, il y a tout ça, il y a tout notre background, et dessus il y a ce qu'on appelle haut potentiel intellectuel. Donc en gros, c'est des tests, c'est un QI plus élevé, c'est ce qu'on appelle surdoué, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, je ne saurais pas te dire ce qui, dans ma personne, est lié au HPI ou à l'hypersensibilité. Est-ce que les deux sont liés entre eux? Ou est-ce que c'est juste mon caractère, mon sale caractère? Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis hypersensible, donc ça j'ai été diagnostiquée aussi, et que c'est compliqué à vivre dans tout ce qui est relationnel pour ma part. Alors on a plein de facilités, moi c'est pour l'analyse, donc je peux te donner un exemple. Si je rentre dans une pièce, je reste 5 minutes, j'en ressors, tu me poses plein de questions, je pourrais tout te dire, où était placé le vase, le truc, le machin, voilà. Okay. Je suis née avec ce truc là dans l'analyse. Alors tous les HPI sont pas comme ça, je présume. Il y en a qui ont plus de facilité dans les chiffres ou autres. Chacun a... C'est une pensée un peu en arborescence, donc on est tout le temps en réflexion. Le cerveau ne s'arrête jamais. Je dors peu, je dors 3-4 heures par nuit. Je suis tout le temps en train de tout analyser,
c'est dur quand tu analyses tout, parce que tu analyses toutes les conversations que tu as eues pendant la journée, tu analyses les mails que tu as envoyés, tu analyses ta stratégie de communication, tu analyses la manière dont tu t'es comporté avec ta fille, tu culpabilises parce que ça se lie à l'hypersensibilité. Ça n'a pas de fin, ça n'a pas de début, je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est un truc dans ma tête où j'ai l'impression qu'on est 10. C'est impressionnant parce que on se dit, en fait, moi, quand j'entends au potentiel intellectuel, de prime abord, je me dis, ah, c'est que du positif, en fait. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, alors oui, il y a cet aspect positif pour plein de choses, mais le fait de se dire que ton cerveau est tout le temps dans une réflexion, alors tout le monde pense tout le temps. Moi, je médite beaucoup et je sais que au début, j'avais un mal fou à me concentrer justement sur ma méditation et j'étais là, mais mon cerveau ne veut pas, il veut pas. Ouais. Et après, on y arrive, mais quand, en plus de ça, il y a cette analyse perpétuelle, je pense que c'est difficile à vivre quand même au quotidien. C'est difficile à vivre. Et puis, d'un autre côté, c'est bizarre ce que je vais dire, mais on est tous particuliers à notre manière. Et on a tous des choses différentes. Et je suis pas en train de dire que c'est facile d'être HPI ou difficile. Je pense qu'on a tous difficile d'être qui on est. Ou facile d'être qui on est. Et je me rends compte de plus en plus à travers mes échanges avec ma communauté depuis mes témoignages sur le HPI que en fait on vit tous des choses difficiles ou non, on a tous une sensibilité différente. Et j'ai eu un exemple qui m'a frappée vraiment. C'est quelqu'un qui m'a dit toi tu es hypersensible et moi non, donc quand on a une conversation, tes propos d'hypersensible pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible peuvent être heurtants et vice-versa. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une différence entre deux personnes, les deux peuvent souffrir ou bénéficier de leur différence ou de leur non-différence. Et ça m'a heurtée parce que je me suis dit, c'est vrai en fait. Si je suis entourée que d'HPI, en fait, j'ai une vie normale. Bon, après, je dis pas que c'est la solution, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours cette notion de l'écoute de l'autre, de pas juger l'autre, de pas juger les émotions de l'autre, parce que on arrive dans une ère complètement folle où on se permet de juger l'émotionnel. Alors ça, c'est un truc. Moi, j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à comprendre ça. Hein. Je suis comme toi, surtout que moi, je sais que justement, j'ai une émotion assez froide parce que je suis énormément dans l'analyse. Voilà, je suis énormément dans l'analyse. Donc, je prends très rapidement du recul par rapport aux choses et c'est vrai que je réagis pas à chaud. En fait, je suis tout le temps en train de réfléchir, ok, pourquoi, et puis, par contre, je peux m'énerver, bien sûr, mais c'est vrai que ça arrive tellement rarement. Et mon mari me dit tout le temps, mais t'es une insensible, en fait, et je suis pas insensible. C'est juste comme de l'insensibilité. Ouais, mais beaucoup de personnes, et c'est vrai que très souvent, on me disait, mais t'as l'air froide. Qu'on te connaît pas, t'as l'air froide. Alors que quand on te connaît, t'es hyper solaire et t'es la première personne à qui on a envie de parler. Et c'est vrai que les gens qui me connaissent, vraiment, me parlent tout le temps et je suis une oreille et tout le monde hallucine. Tout le monde hallucine en me disant, mais c'est vrai que si j'ai envie de parler à quelqu'un de choses personnelles, je penserai à toi parce que je sais que t'as cette oreille-là, justement, que t'es solaire, tout ça. Mais de prime abord, j'ai l'air hyper froide. Mais en même temps, je peux pleurer devant un film de Noël. Et mon mari me dit, mais tu es folle, en fait. Tu es folle. Je crois que c'est le mot qui revient quand on sait plus quoi penser d'une personne. Mais en fait, t'es folle. Et parfois, je dis, oui, je suis folle. C'est exactement, si la folie devait avoir un visage, ce serait moi. Je suis folle. On serait deux, alors. mais je te comprends, mais tu t'imagines, ça veut dire que moi, mes émotions, elles se lisent directement sur mon visage, directement. Si je suis heureuse, là, par exemple, je suis heureuse d'échanger avec toi. Ce que tu dis me parle beaucoup. Ça se voit, tu vois, dans ma manière de parler, etc. Si je suis pas à ma place, on le voit directement. Okay. Mais ça veut dire que nous deux, si on vit une émotion ensemble, toi, tu vas avoir la frustration peut-être de me voir réagir d'une certaine manière. Et moi de pas te voir réagir en me disant mais elles sont fous en fait. et c'est vrai. Mais oui, et c'est là que il y a un vrai travail à faire sur le jugement. On parle de racisme, on parle de plein de choses, mais c'est aussi une sorte de racisme de l'émotion, tu vois. Ouais. Je donne parfois un exemple. C'est comme si tu dis à quelqu'un te dit j'ai mal à la tête et que tu lui réponds c'est pas possible, t'as pas de fièvre. Et j'ai lu qu'on a mal de tête que quand on a de la fièvre. Mais c'est horrible. Mais si je t'exprime une émotion, peut-être que je n'ai pas ta capacité de résistance. Peut-être que
à violence égale, on n'a pas la même capacité de résistance, et ça peut être très 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 violent émotionnellement pour une personne, et pas du tout pour l'autre, mais ça ne donne pas le droit à l'autre de lui dire c'est pas violent. Ouais, clairement, je suis totalement d'accord. Et c'est un peu ma lutte sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça c'est le mauvais côté des réseaux sociaux, c'est que les gens sont cachés derrière leur ordinateur, et ça part tout seul. On tapote sur l'ordinateur n'importe quoi, ça n'existe pas. Mais je prends le temps de t'exprimer une émotion très forte qui me paralyse dans mon quotidien. Écrire, ça n'existe pas. C'est me faire très très mal. Enfin, bien sûr, mal à placer les gens, mais en gros, c'est te dire non mais tu mens. Voilà. Et c'est fou. C'est fou. Mais moi, ce que je trouve très bizarre, c'est on est dans une ère où on parle énormément d'être fier de son unicité, d'accepter qui on est, et voilà, exactement. Donc exactement. Et tout le monde met ça en avant. Sauf que quand tu fais ce pas-là et que tu dis, bah moi je suis comme ça, on te dit oui mais non. Bah si. Ça, c'est pas d'accord. Non, ça c'est non. Pour la liberté d'expression, mais ne prenons pas parti politiquement pour les faibles. En fait, c'est un peu ça. Hein, mais c'est ça, et c'est fou, c'est totalement fou, parce que il y a autant d'humains qu'il y a d'émotions, et en fait, tout devrait juste être d'accord. Et je peux comprendre que, justement, comme l'exemple que tu as dit, si nous on était ensemble, peut-être que le fait qu'on soit différente au niveau des émotions, d'emblée, il y aurait je comprends pas. Mais je crois que la force de l'humain, c'est de se dire, quand je comprends pas, est-ce que on peut se parler? Parce que justement, on ne comprend pas. Et juste se parler, se dire, ok, t'as réagi comme ça et j'ai pas compris. Parce que moi, j'aurais réagi comme ça. Est-ce que c'est parce que justement, toi, ça te touche pas et que tu t'en fous? Ou est-ce que non, c'est ta façon de réagir qui est juste différente de la mienne? Et je crois que quand on arrive à se parler de choses qu'on ne comprend pas, ça veut pas dire qu'on sera OK. Et ça veut pas dire qu'on va dire que l'autre a raison ou pas. Parce que finalement, ce sont deux vérités qui sont vraies. Et c'est juste se dire, c'est ça, et c'est juste se dire, ma vérité est aussi vraie que l'autre. Et OK. On est OK avec ça. C'est génial ce que tu es en train de dire, parce que le 2, tu vois, j'ai fini d'écrire le 2 et il est parti, enfin il est revenu de correction là. J'ai sorti une phrase, je vais essayer même de te la retrouver en direct, mais génial, qui met en avant complètement ça, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une seule vérité, et si l'humain se rend compte qu'il y a plusieurs vérités et que son interprétation est basée sur sa vérité, c'est ça en fait la tolérance, accepter l'autre, accepter que sa vérité, qu'il y a autant de vérité que d'êtres humains finalement. C'est ça, totalement. Et totalement. Je pense que c'est valable en couple, c'est valable au travail, c'est valable partout, cette notion de vérité que tu mets en avant. Et la manière dont tu le dis, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment de cette manière-là que je l'ai écrit, c'est de dire, en fait, il y a plusieurs vérités qui existent. Complètement, il y en a plusieurs. Alors, j'ai retrouvé, j'ai écrit: notre vérité n'est pas la seule réalité, et notre réalité n'est pas l'unique vérité. Notre vérité résulte d'une vision unique de la réalité à un moment précis de notre présent, lui-même résultant de notre passé, et dont dépendra notre futur. Si l'on changeait une infimité de l'une de ses composantes, notre vérité serait différente, et de ce fait, notre réalité également. Totalement, mais totalement. Et en fait, tu l'as bien résumé. Et en fait, c'est de dire, ma vérité aujourd'hui, c'est même pas la même que ma propre vérité d'hier. Donc comment je peux partir du principe que c'est l'unique vérité, tu vois? C'est exactement c'est pas la tolérance. Qui est liée à ton haut potentiel. Est-ce que cette sensibilité, tu l'as toujours eue? Ou est-ce que avec les années, elle s'est développée? J'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est parce que je m'accepte qu'elle devient de plus en plus forte, ou est-ce que c'est l'âge? Peut-être les deux, ou le fait d'être maman. Enfin, tu vois, je sais pas vraiment dire. Mais moi, je suis en thérapie toutes les semaines avec un neuropsychiatre. C'est très important pour moi de continuer, parce qu'il m'aide à apprendre à me connaître en fait et à comprendre mes réactions. Et un jour, je lui ai demandé: est-ce que ma sensibilité est le résultat des épreuves que j'ai vécues dans ma vie? Et il m'a dit: il faut arrêter de chercher d'où ça vient. Moi, je pense qu'on est avec ça. Mais en tout cas, vous êtes comme ça. Et il faut vivre avec. Et il faut vous accepter. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place.
Et peut-être qu'en m'acceptant, je lui laisse sa place réelle et que c'est beaucoup plus fort maintenant, ou peut-être parce que je vis des choses qui sont très très fortes émotionnellement aussi, mais je pense que j'ai toujours été comme ça, toujours. Elle a toujours fait partie de moi. Est-ce que ta fille est aussi au potentiel? Oui, elle a été diagnostiquée encore plus tôt que moi. Un psy un jour m'a dit vous avez de la chance que votre fille soit comme vous. Je dis ah bon, pourquoi? Et il dit parce que en termes d'acceptation de vos comportements, elle vous comprend en fait. Parfois, je suis un peu excessif dans mes émotions, j'ai des tocs un peu aussi liés j'ai des troubles phobo-obsessionnels et elle en a aussi. Voilà, on vit à deux dans notre monde un peu bizarre. Mais la différence, Inaya, c'est que moi, je ne lui mets pas ça en avant chez elle. Je lui explique qu'on est tous différents, qu'elle a des facilités dans certaines choses, mais elle a des difficultés dans d'autres choses. Et par exemple, j'ai refusé qu'on la fasse sauter de classe parce qu'elle est heureuse, en fait. Et si on est heureux avec des gens de son âge, pourquoi optimiser toujours plus le potentiel intellectuel? Moi, j'ai pas besoin. Moi, je veux qu'elle fasse ce qu'elle aime. Elle veut être coiffeuse, ma fille. Moi, je l'encourage à être la meilleure coiffeuse qu'elle puisse être. Mais est-ce que tu penses que c'est justement pas lié au fait que tu sais ce que c'est? Tu es passé par là, donc c'est peut-être plus facile pour toi de se dire, d'avoir justement cette réflexion de non, elle est heureuse là avec ses copains, exact. Je vais la laisser là. Mais oui, bien sûr, je pense que c'est peut-être sa chance à elle, c'est que je sois passée par tout ça. Mon livre, finalement, c'est un peu ça. C'est une maman qui explique à sa fille pourquoi elle est comme ça, suivant ce qu'elle a vécu. Mais c'est un message indirect de lui dire pourquoi tu es comme ça aussi, dans certaines de tes réactions, de tes émotions. Oui, c'est peut-être une chance pour elle. Après, moi, j'ai été très bien entourée par mes parents aussi, donc j'ai aussi eu cette chance-là. Parfois, ça peut être une malchance pour elle aussi, parce que je sais exactement comment ça fonctionne et je pars du principe que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et donc, je mets des choses en place et au final, elle fonctionne peut-être pas comme moi complètement. Donc, on a des petites guéguerres à la maison, comme tout le monde. Voilà. Justement, tu vois, s'il y a des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants qui ont été diagnostiqués au potentiel intellectuel, mais qui sont un peu dépassés parce que justement, eux n'ont pas vécu et qu'ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces parents-là? Alors, mon premier conseil, faites-vous suivre avec une personne de confiance. À 33 ans, je comprends que moi-même, je dois être suivie par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui m'aide à apaiser mes angoisses, qui m'aide à me comprendre. En fait, je n'arrêterai jamais de changer avec cette particularité qui m'accompagne. Et donc, il faut perpétuellement se faire aider. Je les inviterai aussi à avoir une vraie personne de référence concernant le bien-être, la santé mentale, très tôt. Donc moi, Inaya, à 2 ans, elle a rencontré sa psy, qu'elle adore. Et ça veut pas dire qu'il faut y aller tout le temps. Il faut pas non plus instaurer ce truc de tu vas chez la psy toutes les semaines. Moi, c'est parce que voilà, je viens de vivre pas mal d'événements et il y a des longs moments où je n'y vais plus. Mais j'ai cette personne de référence. En cas de mal-être, je sais où je vais. Je vais pas être là à devoir établir un cercle de confiance avec quelqu'un et raconter 33 ans d'historique de vie. Donc Inaya, elle a rencontré sa psy, elle avait 2 ans, elle avait que 2 ans d'historique de vie. Donc c'est souvent ça qui nous freine d'aller chez le psy, c'est je vais devoir tout raconter, ça va être interminable. Et donc quand je sens qu'elle est trop fragile, trop sensible, trop à fleur de peau, alors j'ai la chance et la malchance d'avoir une petite fille qui souffre de problèmes d'eczéma. Inaya, s'il y a un événement qui la touche, 1 heure après, son corps est rempli d'eczéma. Et donc, c'est une chance pour moi parce que je peux agir vite sur sa santé mentale. C'est une malchance pour elle parce que c'est pas gai du tout, elle saigne et c'est vraiment pas agréable. Mais dans ce cas-là, j'envoie un message à sa psy en disant Inaya a besoin de venir te voir un petit peu. Je lui dis, elle est super contente d'aller la voir. Et elle y va, et puis sa psy, comme ça fait des années, ça fait 5 ans qu'elle y va, elle me dit voilà, après 3 séances, voilà, Inaya va bien, on a fait la petite mise à jour, et c'est fou parce que ça fonctionne, quoi. Et après, elle va super bien, et on reprend notre quotidien. Je pense aussi, un autre conseil, c'est si on a connaissance d'un événement
important qui va arriver, une nouvelle rencontre dans la vie de couple ou un voyage ou vraiment des choses importantes, c'est bien de le prévoir. Ils vont tout analyser, donc il faut leur expliquer. S'ils ont des réponses, ils sont totalement aptes à comprendre. Et même moi, je suis choquée de ça. Avant, j'expliquais pas autant et elle avait des réactions parfois disproportionnées. Et je me suis rendu compte qu'elle a une capacité de compréhension incroyable. Et il suffit juste de lui dire ça, c'est comme ça, et c'est une décision que j'ai prise pour telle et telle raison. Et en fait, tout se passe très bien après. Donc il faut garder en tête ce côté analytique et d'avoir un raisonnement logique en fait. Ouais. Mais je pense que c'est super important ce que tu dis et que ça pourra rassurer énormément de parents. Déjà de se dire qu'ils sont pas seuls et que être accompagné, des fois c'est la meilleure chose à faire. Je crois que on a toujours peur de faire entrer un inconnu dans sa vie, surtout pour raconter des choses personnelles, mais des fois c'est la meilleure chose à faire. Totalement. Et puis il faut pas oublier qu'on reste des parents. On a beau être hyper instruit, se renseigner sur notre enfant ou l'être soi-même. On reste la maman avec le jugement de maman et ce qu'on a envie qu'ils deviennent et qu'ils ne deviennent surtout pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas entendre et il y a des choses que notre enfant ne nous dira jamais. Parce que il faut pas oublier que, par exemple, moi, ma fille, elle est hypersensible aussi. Et parfois, la psy, on fait un petit récap un peu pour savoir où on en est. Et en fait, je me rends compte que Inaya, elle a voulu me préserver. Donc, elle m'a pas dit parce qu'elle voulait pas que je sois triste. Et faut pas oublier qu'ils ont aussi besoin de parler, de dire les choses et qu'on peut pas prétendre moi mon enfant il me dit tout. Oui, mais si c'est un truc qui te fait mal, il va pas te le dire. Ton livre, je le disais en introduction, c'est à mon sens une ode à l'amour et surtout l'amour d'une maman à sa fille. Est-ce que tu penses que tu aurais pu vivre tous ces challenges, parce que tu en as vécu, mais waouh, des très très difficiles, et je veux pas spoiler parce que j'ai vraiment envie que les gens lisent ce livre. Est-ce que tu penses que tu aurais pu vivre tout ça si t'avais pas été maman? Alors, il y en a beaucoup que j'ai vécu avant d'être maman, bien sûr, mais je vais m'arrêter à un événement qui est la maladie. Qui a croisé ma route 3 fois dans ma vie. Et la 3e fois, vraiment, je commence le livre en disant à ma fille Naya qui m'a sauvé la vie. Parce que non, je serais plus là aujourd'hui si j'avais pas ma fille. Parce que j'ai tellement souffert il y a 2020, il y a 3 ans. J'ai tellement souffert il y a 3 ans. J'ai ce souvenir dans ma chambre d'hôpital où vraiment le soir je me dis mon Dieu, s'il te plaît, ce soir tu me reprends parce que là j'en peux plus. Là c'est fini, je ne peux plus. Je pense même pas à ma fille à ce moment-là, tellement la douleur elle est énorme, tellement je sais pas quand ça va s'arrêter, tellement je suis désespérée, c'est le Covid, il y a pas de visite. On a coupé la clim à l'hôpital parce que on peut plus, c'est illégal à cause du virus. Il fait 38 degrés, je sais pas combien il fait dans cette chambre d'hôpital. Moi j'ai du liquide lymphatique plein le corps, j'ai pris 12 kilos, je suis gonflée, j'ai mal partout, j'en peux plus, vraiment j'en peux plus. Alors sans spoiler évidemment comment, mais il y a ce moment en plein milieu de la nuit où il y a cette prise de conscience de avec qui va rester ma fille. Il y a que moi qui m'en occupe. Et ce matin-là, je me suis levée. J'avais mal, mais je me suis levée et je me suis dit, ok, on commence la guerre. Je vais remarcher parce que je marchais plus. Je vais remarcher. Je vais m'en sortir. Et je me suis mis une deadline. Ma fille, dans 2 semaines, je la revois. Je dois pas être en chaise roulante et je dois aller mieux. Et c'est ça qui m'a secouée à ce moment-là, vraiment. Et oui, je pense que je serais plus là aujourd'hui. Être maman, c'est une grande responsabilité. Si on est sensible, c'est aussi beaucoup de culpabilité. Ou pas, en fait. On a tous de la sensibilité. Être hyper, c'est juste un peu plus, mais c'est aussi une grande richesse. C'est une motivation extrême. C'est vouloir être l'exemple d'eux. C'est donner le meilleur de soi. C'est ne plus en pouvoir aussi, par moment être fatigué et dire j'en peux plus, mais quelle idée de faire des gosses. Et puis après on se souvient que c'est pour ça qu'on est encore là. C'est compliqué d'être parent, c'est compliqué comme émotion. Ça va dans tous les sens. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'ai écrit mon livre, 1 chapitre sur 2, j'ai décidé de m'adresser à ma fille. C'est que finalement, c'est ça l'accomplissement, le vrai amour, celui dont on ne doute pas. C'est tous les soirs quand elle me dit je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles,
j'ai aucun doute sur son émotion à ce moment-là. C'est trop beau, j'ai des frissons. Pour les personnes qui n'auraient pas d'enfants, parce que toi tu t'es rattachée finalement à ta princesse pour être là avec nous aujourd'hui, mais pour ceux qui n'auraient pas d'enfants et qui vivent un truc dur, aussi dur que toi par exemple, quel conseil tu donnerais pour ne pas lâcher la barre, pour se dire ça mérite quand même d'essayer encore une fois? Et donc il y a pas mal d'épreuves que j'ai vécues avant d'avoir ma fille, et il y a une phrase, je me la répète tous les jours: tout est possible, tout. Donne un sens à ta vie. C'est quoi ton objectif de vie? C'est quoi ton rêve? Si demain, tu devais avoir la vie de rêve, la vie idéale, ce serait quoi? Dis-toi que ça, c'est possible. Il faut juste y croire, il faut t'en donner les moyens. Ça veut pas dire que c'est facile, hein, attention, hein, je suis pas en train de dire si tu veux, tu peux. Non, si tu veux, bosse et tu peux. Il faut pas se mettre de limites. Il faut pas non plus se fixer des objectifs complètement fous, comme dire demain je vais être président de la République alors que tu es dans l'influence beauté par exemple. Enfin, je sais pas. Et encore, peut-être que c'est possible. Aux États-Unis, c'est possible. Je pense qu'aux États-Unis, c'est possible. Ouais, c'est vrai que finalement même ça c'est possible, tu vois. Mais sans aucun mauvais jeu de mots ni rien. Mais je veux juste dire que pourquoi pas en fait. Pourquoi pas? Et quand tu as une vraie confiance comme ça en l'avenir, peu importe ce que tu vis, dis-toi que c'est éphémère. Et peu importe ce que tu vis, dis-toi qu'il y a un bien qui se cache derrière. Et franchement, je crois que c'est le message principal de mon livre. Chaque épreuve que j'ai vécue, j'ai eu un truc merveilleux derrière. Parfois sur du court terme, très vite. Parfois très longtemps après. Et parfois pas, et donc je me dis que ça va arriver encore, j'attends de voir ce que ça va être, tu vois. Et en fait, quand tu vis avec cette mentalité de te dire, tu te dis presque en souriant, j'ai hâte de savoir c'est quoi le truc bien qui se cache derrière cette galère. Parce que je te jure que si tu ouvres les yeux, il y a toujours un truc génial qui se cache derrière, toujours. J'ai pas de contre-exemple. Ouais, de toute façon, moi, là, tu prêches une convaincue déjà. Moi, j'y crois, mais fermement. Et alors, je suis pas encore à me dire, ah, cool, je vis un truc dégueulasse, là, mais il y a un truc bien. J'y suis pas encore. Mais je reste persuadée qu'il y a quelque chose de bien qui arrive derrière. Mais la vie, elle est tellement douce quand c'est comme ça que, il m'est arrivé des choses folles aussi ces derniers temps parce que, donc, je perds mon travail. Donc, je vis le harcèlement, je dois arrêter de travailler. Je rentre en procédure judiciaire, c'est très compliqué parce que j'ai une grosse carrière dans la finance. Ma vie, elle est sombre à ce moment-là parce que j'ai divorcé dans des galères, etc. Et il y a rien qui se présage de bon. Ça veut dire que tout tournait autour de la finance. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? J'écris pour me soigner. Et regarde ce que je vis aujourd'hui, ce qui m'emmène à être en face de toi. C'est-à-dire que je vis une tournée médiatique en Belgique, en France, au Maroc, plateau TV, radio, cinéma. Enfin, je viens de signer mon film. Il y a une production qui vient de signer l'adaptation du roman en film. Et c'est une grosse production française. Je viens de signer en mois de septembre. Et je me dis, mais si ça, c'est pas la preuve que si j'avais pas vécu toutes ces épreuves, mon livre, il n'existerait pas. Et le livre me fait vivre une vie complètement folle aujourd'hui. Ça veut dire que c'est arrivé des années, parce que la première épreuve dans mon livre, j'ai 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33, donc 30 ans plus tard, cette épreuve devient bénéfique. Des fois, ça prend du temps. Voilà. Dites-vous juste que si vous avez des galères, tant que vous n'êtes pas mort, c'est qu'il y a un truc positif qui va arriver à un moment donné. Mais je suis d'accord avec toi. Et justement, pourquoi avoir écrit ce livre? J'ai écrit ce livre, j'étais dans un moment de désarroi absolu. C'est même dur pour moi aujourd'hui de parvenir à l'expliquer parce que je le vis tellement plus comme ça que j'essaye de me remettre dans l'état d'esprit négatif dans lequel j'étais. J'étais dans un état de me dire, je pleurais, je faisais des crises d'angoisse en pensant à l'avenir, en me disant, ils ont mis fin à ma carrière. C'était tout pour moi, ma carrière. Je pensais que ma stabilité, c'était ma carrière. À aucun moment, à ce moment-là, je savais que ma stabilité, c'était moi. Parce que c'est nous, notre stabilité. C'est pas le reste. Et donc, fin à ma carrière. Divorcée. Seule avec ma fille. Comment je vais gagner ma vie? Comment je vais payer? C'est la galère. Et donc, pour fuir ma galère, le psy me dit,
vous êtes dans un état d'angoisse totale, ça va passer. Dites-vous que ça va passer, laissez-vous le temps, ne pensez pas maintenant, mais il dit ne pensez pas maintenant à moi qui pense 20 heures sur 24, tu vois. Et donc je fuis dans la lecture et j'avale des tonnes de bouquins, du Catherine Pancol, du Marc Lévy, du D'Acosta, que des choses, tu vois, douces, bisounours. Ouais. Feel good à mort, alors que je suis feel pas good du tout à ce moment-là. Et c'est en lisant Catherine Pancol, la trilogie, le 3e, c'était le 2 janvier 2022. Je suis en train de lire et il y a, alors de tête, je dirais page 184, je suis pas sûre, mais il y a l'autrice, la femme, le personnage du livre qui est autrice et qui se dit ça y est, je vais écrire. Et là, je suis dans mon lit et je me dis et pourquoi pas écrire moi aussi en fait, parce que mon histoire, on me dit toujours que c'est un film, pourquoi pas. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, mais j'écris pour moi, j'ai écrit comme ça sur un coup de tête, il y avait pas de plan, il y avait pas de vision d'avenir, j'avais pas du tout prévu ce qu'allait se passer maintenant, mais pas du tout, comme quoi. Tu vois, on peut pas tout prévoir. Et je termine d'écrire, j'ai mis 20 jours, trouble phobo-obsessionnel, on a dit. Je n'ai fait que ça pendant 20 jours, du matin au soir. Je dormais quelques heures, j'allais courir, je m'arrêtais pour prendre des notes sur mon téléphone. Ah, j'ai une idée. Je voyais une scène dans la rue, je me disais trop bien pour mon livre, tu vois. Ma vie a tourné autour de ça pendant 20 jours. Après 20 jours, mon livre, il est fini. J'écris carrément les remerciements, tu vois. Je me dis le truc, je l'ai fait à fond. Je le fais lire à des potes qui me disent non mais il faut que les gens lisent ça. C'est obligé. C'est obligé, ça se finit tellement bien, c'est obligé. Et du coup, je l'ai envoyé sur un coup de tête à 10 maisons d'édition. Et il y en a 6 qui m'ont dit OK. Waouh. Complètement dingue. Complètement dingue. Et là, je suis là aujourd'hui. Quoi, des fois, la destinée, elle est surprenante. Mais déjà que 6 maisons te disent on est OK, c'est qu'il fallait que les gens lisent ce livre. Et moi, j'insiste, lisez ce livre. Est-ce que pendant ces 20 jours, il y a eu des défis auxquels tu t'attendais pas, ou est-ce que tellement c'était pas prévu que tu as juste mis des mots sur des pages? Ça s'est passé comment? Alors, ces 20 jours? Il n'y a pas eu de défi. La relecture, c'est très chiant. Je le dis comme ça, crûment. C'est-à-dire que j'ai écrit d'un coup les 150 premières pages. Ça m'a mis 3 jours. Ok. Mais après, quand j'ai relu, je me suis rendu compte que dans chaque page, il fallait tout refaire. Et ça a été un cauchemar parce que j'ai mis 8 jours à relire mes 3 jours d'écriture. Donc je me suis dit, ok, je vais pas continuer comme ça. À partir du moment où je fais un chapitre de 10 pages et je relis ensuite. Donc ça me faisait un jour écrire, un jour relire. Le jour relire, c'était le jour où je dormais un peu plus le matin. Mais ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait d'une manière très fluide. Il y a quelque chose que je peux mettre en avant dans l'écriture du 1. C'est pour ça, je pense que je me considérais pas comme autrice et que peut-être maintenant je peux dire que si, parce que j'ai inventé un peu le 2 et le 3 encore plus. Mais j'ai revécu tous les événements de ma vie en me pardonnant, en acceptant. Wow. Et le fait de mettre des mots sur des choses que j'avais vécues. J'ai toujours agi par analyse. Donc, je divorce, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, il faut aller au tribunal, il faut regarder la garde de l'enfant, il faut, c'est toujours des il faut. Mais qu'est-ce que je ressens au moment où je divorce? L'échec, la violence que j'ai vécue, etc. Et donc, j'ai revécu ma vie. Ça a été dur par moments. L'accouchement de ma fille, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur mon ordinateur. J'écrivais et je pleurais, je voyais la scène et quand on me la met dans mes bras, qu'elle a failli mourir et je la vois, elle est vraiment là et j'écris ça et mes doigts ils vont pas assez vite pour décrire ce que je vis. Et ça a été une introspection. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok Soun, t'as le droit de revivre cette fois de ces événements, cette fois émotionnellement. J'ai revécu mon mariage, j'ai revécu mon divorce, la grossesse, l'accouchement, le harcèlement, j'ai tout revécu. Et je suis sortie de là un peu guérie. Ouais, on n'oublie pas, mais un peu cicatrisée, on va dire plutôt, un peu cicatrisée. Est-ce que tu penses que, comme tu es hyper émotive, est-ce que tu penses que des fois, justement, cet excès d'analyse ne te protège pas, justement, de tes émotions, juste quand tu vis des choses qui sont pas faciles? Eh ben, malheureusement, non, parce que il faudrait s'écouter totalement pour ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Après analyse, je savais que ça allait se passer comme ça.
Et j'ai quand même foncé la tête la première. Et je l'ai dit dans un reel Instagram il y a pas longtemps. Quand tu sens qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a un truc bizarre. Arrête-toi, analyse, réfléchis et te dis pas non mais je vais changer la personne, non mais non. Et en fait, quand tu travailles trop à l'instinct et aux émotions, si tu tombes sur quelqu'un qui capte ça, que ce soit au boulot, dans l'amitié, peu importe, et qui touche un peu à ton émotionnel, tu t'écoutes plus. T'es hyper dans l'émotion. Et donc, t'es hyper pas à l'écoute de toi et hyper à l'écoute des autres. Tu vois? Ok. Ouais, je comprends. Mais non, c'est vrai que je voyais pas ça comme ça, mais c'est vrai que finalement, ouais, tu laisses parler ces émotions-là plutôt que de réfléchir à, ok, mais exactement. Là, peut-être pas. Ouais. Non, et en plus, il y a cette hyper empathie qui est liée, tu vois, et donc, il suffit de tomber sur quelqu'un qui comprend ça et qui est mal intentionné et qui te fait culpabiliser un peu. Et ça y est, tu te perds, mais totalement, tu t'abandonnes même, tu lui offres ta vie. Donc c'est un peu un handicap et en même temps c'est un peu mon psy m'a dit c'est une chance d'être hypersensible. C'est vraiment le reel que je vais poster ce soir. J'ai presque envie de te le faire écouter en avant-première, mais il m'a dit c'est une chance et j'ai pleuré. J'ai dit mais pourquoi c'est une chance? Et il m'a dit tout ce que tu vis intensément négativement, tout ce que tu vis positivement, t'imagines l'intensité à laquelle tu le vis? Mais les gens ils le vivent pas comme ça. Et là j'ai réfléchi et j'ai dit ah ouais, donc moi, quand je suis complètement folle, quand j'éclate de rire, que ça vient vraiment du cœur, quand je suis contente de voir quelqu'un que j'aime et que j'ai toute cette émotion de me dire « Ouah, c'est trop bien !» Quand parfois je prends mon café le matin, je regarde par la fenêtre et je me dis « Ah, c'est trop bien la vie, il n'y a pas de problème aujourd'hui. » Et ben en fait, les gens, ils ressentent pas ça comme ça, la manière dont moi je la ressens. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être cool, c'est un cadeau un peu lourd, tu vois, un peu lourd, mais c'est un cadeau quand même. Que même nos aspects les plus sombres, des fois, peuvent être un certain cadeau. Si on prend le temps de s'accepter, de comprendre et de se dire ah oui, j'ai cette part-là qui est peut-être pas facile, mais j'ai aussi cette part-là. Et des fois, ça fait un écho. L'un à l'autre font des échos et finalement, c'est moi. C'est moi avec des imperfections, mais c'est plutôt cool. Ça. Mais c'est ça, si tu résumes vraiment le truc de dire finalement, c'est moi. Et moi, ben, c'est tout ça. Et il faut trouver quelqu'un qui accepte tout ça. Mais ton livre aussi, tu vois, je le conseillerais à toutes les personnes qui ont du mal à s'accepter parce que justement, il y a ces parts d'ombre, parce que il y a des choses qui se passent dans la vie qu'on ne maîtrise pas. Et je trouve que tu as une jolie manière à ta façon de nous dire, ben, je suis pas parfaite. J'ai des tocs. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie qui, pour certains, sont peut-être pas ok, mais au final, ben, ça reste moi, quoi. Et je trouve que tu le dis dans le livre d'une manière si belle que ben si vraiment vous n'y arrivez pas parce que ben des fois c'est pas facile, lisez le livre de Sundus parce que je pense qu'il mettra en lumière certaines choses, certains aspects de vous, de votre vie qui pourraient faire écho à tout ça. La productrice du film de la production avec qui j'ai signé, elle m'a fait une réflexion tellement drôle. Elle m'a dit le livre, il est génial. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a toujours l'habitude que le personnage principal, il lui arrive jamais rien. Il gère toujours tous les problèmes super bien. Toi, Carla, elle est au bout de sa vie. Elle en peut plus. Il lui arrive que des merdes. Et on se dit, ok, elle est comme moi, c'est bon. C'est un peu vrai en plus. Mais c'est vrai. Mais le truc, c'est que c'est vrai, c'est que on se dit, mais ça aurait pu être moi, en fait. Ça aurait pu être moi. Ouais, on arrive facilement à se projeter, c'est un très très beau livre. Est-ce que justement toi, mais c'est vraiment pensé et c'est sincère, est-ce que justement toi, femme hyperactive, à part ce film, tu as d'autres projets? Alors oui, tu nous as dit que le 2e était corrigé, le 3e était là. Est-ce qu'il y a plein de projets? Justement, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous... Comme je l'ai expliqué durant notre agréable échange, il n'y a pas de limite en fait. Donc tout va tourner autour du partage, de l'émotion. Mes envies de cette année, j'ai envie de retourner vivre au Maroc. Ma fille aussi. Ça, c'est notre projet de cette année. C'est essayer de me donner les moyens de partir vivre là-bas. Je continuerai à venir ici pour mes projets comme le film. Mon envie pour les prochaines années, c'est que le 2 rencontre un succès comme le 1 et peut-être plus.
et que la production me dise on va faire la suite du film, ce serait génial parce que c'est la suite, et que d'ici là le 3 soit écrit et sorte, et puis etc. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de limite dans mes rêves, mais surtout être en harmonie avec moi-même, essayer de rendre ma fille heureuse, mon entourage aussi, essayer d'être une bonne personne. Vraiment, c'est quelque chose, quand tu as traversé la maladie, tu prends conscience que tout ce que tu fais, c'est en étant juste avec les gens, en étant bon avec les gens. Quand je m'apprête à aller dormir, je me dis j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. J'ai vraiment fait de mon mieux. Et voilà, c'est à ça que j'aspire. C'est de très beaux projets. Quelle est la chose la plus importante que tu aies apprise sur toi pendant l'écriture de ce livre? Que j'avais refoulé mes émotions durant des années en pensant être forte. Être fort, c'est une chose, mais ça n'empêche pas d'être fragile aussi, et de vivre ses émotions, et d'être triste, et de vivre l'échec. J'ai appris que vivre ses émotions au moment présent, ça nous rend plus forts. Alors que s'amputer d'émotions, ça nous rend plus tard plus faibles. Ça nous donne une impression d'être plus fort sur le moment présent. Et donc j'ai appris que vivre mes émotions, c'est ça ma force aujourd'hui. Et j'essaye de partager ça. Je trouve qu'on a plein d'échos toutes les deux. J'ai fait un Reels. J'ai fait un Reels il y a pas très longtemps. C'est exactement ce que tu disais. Vraiment, c'est l'un de mes derniers Reels où je disais, en gros, je disais, tu as le droit d'être malheureuse, tu as le droit de vivre tes émotions, tu as le droit de foirer, tu as le droit de toutes ces choses-là que l'on considère négatives. Et toutes ces choses-là n'enlèvent en rien ta valeur. Et c'est pas parce que tu as foiré quelque chose que tu n'es pas une femme forte. C'est pas parce que tu pleures que tu n'es pas une femme forte. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Et oui, une femme forte pleure, une femme forte a peur, une femme forte doute, et ça n'enlève en rien ta valeur. Et c'est fort parce que c'est ce que tu nous dis là, et je suis totalement d'accord. Totalement. Je pense que c'est le plus beau message qu'on puisse véhiculer. Clairement. Je pourrais parler des heures. Ouais, mais clairement, mais c'est ça. Je pourrais parler des heures avec toi. Là, ça fait déjà plus d'une heure qu'on papote. Alors, je te pose la dernière question, qui est pour moi quand même la plus importante. D'accord. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, ou un message que tu as envie de faire passer, le message qui doit rester, ce serait lequel? Tout est possible. Vraiment, ça c'est ma phrase. Tout est possible. Ne vous mettez aucune limite, aucune. Ne fixez pas vos objectifs trop bas parce que c'est aussi une limite. Se fixer un objectif trop bas, ça nous empêche de voir qu'en fait on est plus loin déjà. Et croyez en vos rêves, accomplissez tout ce que vous pouvez en faisant de votre mieux. Parce qu'à partir du moment où on fait de son mieux, on se sent bien dans sa vie. C'est quand on fait pas de son mieux qu'on ressent l'échec. Je déteste l'échec, j'y travaille, c'est pas bien d'être comme ça, mais quand je fais de mon mieux, je vis beaucoup mieux l'échec. Je me dis, j'ai fait de mon mieux, j'aurais pas pu faire mieux. Donc, Dieu ne m'a pas donné la capacité de faire mieux pour le coup. Et voilà, tout est possible. Croyez en vous, et si les autres ne croient pas en vous, faites en sorte qu'ils finissent par croire en vous. Et pour la dernière petite anecdote, quand j'ai commencé Instagram, mon entourage rigolait. Alors je dis mon entourage, proche ou pas proche, peu importe, j'avais beaucoup de gens dans mon entourage à ce moment-là. On rigolait en me disant mais attends, mais tu t'es pris pour une influenceuse ou quoi? Tu parles aux gens comme si t'avais 100 000 abonnés alors que t'en as 50. Et j'avais répondu, les 50 qui se sont abonnés à ma page et qui me connaissent pas, ils méritent que je leur parle de la même manière que quand ils seront 50 000. Et voilà, aujourd'hui, c'est des gens qui me suivent de manière assidue et qui m'invitent à leurs events. Et donc je dis, ne vous arrêtez pas à la case dans laquelle on vous met, parce que ces mêmes personnes, c'est des humains aussi, et un jour ils reconsidéreront vos rêves. Donc croyez en vos rêves. Clairement, et surtout, souvent, je crois que les gens projettent sur vous leurs insécurités. Donc, prenez pas les insécurités des gens. Je pense qu'on a assez de choses à gérer soi-même. On en a déjà assez que pour prendre ceux des autres. Clairement, donc, vivez ce que vous avez envie de vivre, et dans le meilleur des cas, ce sera un truc incroyable et vous allez être fiers de vous. Et dans le pire des cas, ce sera une leçon, comme disait un très célèbre monsieur Mandela. Et dans le pire des cas, il y a un truc bien qui arrivera après, parfois 30 ans plus tard. C'est ça. Merci Sundus pour ce moment. Merci, c'était trop chouette. C'était si on veut te contacter sur tes réseaux, je sais pas, comment on le fait?
Alors, je réponds à tous les messages. Ça me met des heures, mais comme je dors 3-4 heures par nuit, ça va. J'ai au moins 1 heure consacrée à ça par jour. Donc, c'est soun.fit, soun.fit. Comme j'ai commencé à communiquer autour du sport, j'ai gardé mon blaze parce qu'on m'appelle Sounfit tout le temps maintenant. Et puis, sur ma page Instagram, il y a le lien vers ma boîte mail. Je reçois des mails aussi, des retours de livres par mail. De personnes plus âgées souvent, mais voilà, je pense que je suis très accessible comme personne, du moment que ça tourne autour de ces sujets-là, bien sûr. Messieurs, ce n'est pas un site de rencontre, je ne réponds pas à ce genre de demande, mais voilà. Ok, de toute façon, j'inscrirai tes liens dans la barre d'information. Merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup à toi, Tia, c'était très agréable. Et à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Et merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos retours concernant le podcast. C'est vraiment cool et ça me fait plaisir de me dire que même une personne a écouté et s'est dit ouais, c'était cool et je peux commencer la journée sur le bon pied. Je fais de très très gros bisous. Comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.